titres, c'est tout de suite. 16 février 1994, une journée tragique pour la police nationale. 6 lignées perdent la vie au cours d'affrontements avec la coordination des forces démocratiques. 28 ans après les faits, les souvenirs sont toujours aussi vivaces et amers pour le capitaine Babacar Ndiaye. Son témoignage dans un court instant. Marcher pour soutenir le Mali, plus de 1300 km, 30 km par jour. DJ Kemtan et ses camarades activistes sont déterminés. Ils comptent rallier Bamako en 40 jours pour dénoncer l'arbitraire dont le Mali est victime. 5 mois de grève, si rien n'est fait pour satisfaire les revendications de Andegesem, le syndicat a fait face à la presse. Le préavis dévoile l'arrêt des activités du mois de mars au mois de septembre. Les précisions de Mbalo Diacham au cours de cette édition. Et puis football féminin, une étape de franchie pour les Lions qui prennent une option sur le Mali lors d'un match aller qui s'est déroulé au stade Lat Dior de Thiès. Une petite avance à sauvegarder. Le match retour est prévu à Bamako le 22 février prochain. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette nouvelle tragique, la disparition de l'ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal, Souler Diouf. Pape Ousmane Sakho est décédé ce mercredi 16 février à Dakar. La levée du corps est prévue ce jeudi 17 février à 11h à la mosquée Rawan Mbaye, rendue célèbre par le fameux plan d'urgence qu'il avait lancé en 1993 avec son collègue du budget, Mamadou Lamine Loum, pour éviter la dévaluation du franc CFA. Le défunt est un économiste reconnu qui a fait les beaux jours d'institutions phares comme la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il est le grand frère par ailleurs de Pape Oumar Sakho, actuel président du Conseil constitutionnel, et nos condoléances à la famille éplorée. 16 février 1994, une date à jamais marquée dans les annales de la police. Ce jour-là, 6 policiers perdaient la vie dans des émeutes qui ont éclaté à l'issue d'un meeting de la coordination des forces démocratiques. 28 ans après les faits, TFM a retrouvé un rescapé de ces douloureux événements. Le capitaine Babacar Ndiaye, blessé à l'issue de ces manifestations, a perdu un œil, mais aussi l'usage de ses mains. Il revient avec nous sur cet handicap et nous relate les souvenirs douloureux de cette dramatique journée dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye. C'était un mercredi 16 février 1994. 6 policiers tombent en assurant le maintien de l'ordre lors d'une manifestation de la coordination des forces démocratiques. Le lieutenant Babacar Ndiaye faisait partie des blessés graves. C'était une manifestation des Moustarchidines en présence des acteurs de l'opposition. À la tête, Maître Abdoulaye Wade. Et c'était à l'avenue Charles de Gaulle. Ceux qui étaient présents ce jour-là avaient exprimé leur désir ardent de manifester. Et sans retenue, Maître Abdoulaye Wade leur répondit « Manifestez comme c'est votre souhait ». Pourtant, il sensibilisait ces éléments sur la gravité des grenades lacrymogènes jusqu'au moment où tout lui tombe dessus. Je ne pensais en aucun moment que j'en allais être la victime. Dans le coma, le fonctionnaire de police d'alors était abandonné à lui-même, chose qu'il n'arrive pas à oublier. Des policiers ont dû même m'abandonner dans le véhicule où on était, laissant seul leur chef sur le terrain. J'ai été secouru par la suite par un militaire, caporal Djidjou. Sa vie bascule subitement. À mon réveil, lorsque j'ai su que j'ai été amputé, je ne ressentais rien. Je me suis seulement aperçu qu'il y avait des pansements au niveau de mes bras. J'avais perdu mes 2 mains et mon œil. J'allais ressentir le reste de ma vie des sifflements au niveau des oreilles, c'est ce que le médecin m'avait dit. Et là où je vous parle, c'est ce que je ressens toujours. Malgré son handicap, le lieutenant Babacar Ndiaye n'a pas senti de solitude. Il a le soutien de sa famille et de ses proches.
plus de 1300 km de marche à pied pour afficher leur solidarité au Mali sous embargo par la CEDEAO. C'est l'initiative d'un mouvement regroupant des activistes. Ils comptent marcher 40 jours pour allier Bamako. Naturellement, ils feront différentes haltes au cours de cette longue procession. L'occasion pour ces activistes de discuter avec les populations et surtout de les sensibiliser face à cette crise qui sévit au Mali. Le reportage est signé Habib Faye Papsangonemay. Le Sénégal a fermé ses frontières avec le Mali depuis le 9 janvier. Cette décision n'a pas plu aux activistes du pays, parmi eux Dié Kemtan, initiateur de la marche Dakar-Bamako. La troupe est prête à franchir les frontières à pied. Le départ est pris devant l'ambassade du Mali au Sénégal. Cette décision de la CEDEAO, et nous, en tant que Sénégalais, nous jugeons qu'un pays frère, on ne lui ferme pas ses portes, un pays frère, on ne lui ferme pas ses frontières. Donc, raison pour laquelle nous disons non à cette fermeture des frontières. Aujourd'hui, si le Mali tombe, tous les autres pays africains vont tomber. Si le Mali est debout, tous les autres pays africains vont être debout. Armés de courage, les acteurs ont pris tous les dispositifs nécessaires pour arriver à Bamako dans 40 jours sur 1360 km, soit 30 km par jour. Bon, nous allons le faire en plusieurs étapes. Déjà, on quitte Dakar, nous allons passer la nuit à Barni, après Dias, après Mbour, après Tchadjaï, Fatick, Gandiaï. Voilà, donc en 40 jours, nous estimons que nous devons pouvoir arriver à Bamako. Cependant, des risques ne manqueront pas, disent-ils. Chacun d'entre nous est garant de la sécurité de son camarade. Et aussi, durant tout le trajet, nous avons des points focaux qui vont nous accueillir. Et je pense que la sécurité, c'est juste de nous prémunir déjà de nos badges pour que les gens puissent savoir qu'on est en train de faire une marche et ne pas faire de troubles à l'ordre public, marcher sur les chaussées. Et puis vraiment, je pense qu'on va arriver en bon et due forme. Vraiment, nous partons avec notre courage, avec l'amour que nous avons pour l'Afrique, avec l'amour que nous avons pour ce pays frère malien. Et nous osons et puis nous espérons, nous savons que nous allons arriver à Bamako. Ils sont des habitués de la marche. Depuis 5 ans, ils font Dakar-Tietou, le village de Cheikh Anta Diop, à pied. À leur arrivée le 26 avril, à Bamako, d'autres activistes de la région vont les accueillir. Et puis je vous le disais en titre, 5 mois de grève et pas moins. L'annonce est du syndicat And Gussum qui exige de l'État un meilleur traitement. Ce préavis qui couvre la période du 16 mars au 17 septembre 2022 répond à plusieurs exigences, dont l'octroi d'une indemnité de spécialisation pour les techniciens supérieurs de la santé. Mbalo Diacham est le président du syndicat And Gussum. Il nous en dit plus au micro de Cheikh Diop. And Gussum informe du dépôt ce mercredi 16 février 2022 de son préavis de grève couvrant la période du 16 mars 2017 au 16 mars 2022 au 17 septembre 2022. C'est une période de 6 mois. Pour exiger du gouvernement, premièrement, l'octroi d'une indemnité de spécialisation pour les techniciens supérieurs de santé. Le deuxième point concerne l'octroi d'une indemnité de représentation médicale pour les paramédicaux, le relèvement de l'indemnité de risque à 100 000 francs et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite, la revalorisation du traitement salarial des conseillers en action sociale. Les conseillers en action sociale. Parlons à présent de cette mise au point du directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Après la sortie de ses employés, le patron de l'entreprise a tenu à apporter des éclairages. Selon Biram Faye, il n'a jamais été question pour ses employés d'être recrutés dans la fonction publique. Les détails de sa conférence de presse, c'est dans ce récit. Il est signé d'Issa Prera. Aucun acte d'insubordination ne sera toléré et d'ici quelques jours, le comité de discipline va prendre des mesures exemplaires à l'encontre des fauteurs de troubles. C'est ce qu'annonce le directeur de l'Agence à la sécurité de proximité. Face à la presse, après le mouvement d'humeur des agents à la sécurité, Biram Faye indique que la direction veut de l'ordre et de la discipline dans les rangs d'un secteur aussi sensible que la sécurité de proximité. Et des mesures sont prises devant ce que la direction considère comme de l'entêtement de certains manifestants, même si des dialogues ont été amorcés avec les meneurs. Par ailleurs, la direction de l'Agence à la sécurité de proximité est largement revenue sur les efforts de l'État pour soutenir l'engagement volontaire de ses agents, entre autres pour les 13 000 agents qui ont servi depuis 2014 et au-delà des pécules, il y a eu beaucoup d'avantages sociaux.
La formation, la prise en charge médicale, les primes de motivation, les appuis techniques ainsi que la gratuité du transport. La direction a tenu également à être claire. Il n'a jamais été question pour l'État du Sénégal d'intégrer ses agents dans la fonction publique. Allez, on s'arrête à présent sur ce communiqué du ministère de l'Intérieur qui concerne la révision des listes électorales. Le ministre de l'Intérieur informe les citoyens que par décret numéro 20-22-240 du 14 février 2022 et conformément aux dispositions de l'article L37 alinéa 5 du Code électoral, la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 31 juillet se déroulera du lundi 7 au jeudi 31 mars 2022 sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Ainsi, tous les citoyens non encore inscrits, notamment les jeunes qui auront 18 ans révolus le 31 juillet 2022, sont invités à se rendre dans les commissions administratives qui seront instituées à cet effet. Sont également concernés les électeurs souhaitant faire les opérations suivantes: modification d'inscription, changement de statut militaire, paramilitaire ou civil ou encore radiation sur les listes électorales. À noter que toutes ces opérations prennent fin le 27 mars 2022. La période allant du 28 au 31 mars ne concerne que la gestion du contentieux de l'enrôlement et la prise en compte des décisions qui en seront issues. Un communiqué donc fait à Dakar et signé par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Parlons de tout à fait autre chose à présent. La visite du ministre de la Pêche au quai de Kayar, Alioune Ndoye, a été accueilli par les pêcheurs dans le désarroi à cause de la raréfaction des ressources halieutiques, un amenuisement des ressources causé en partie par la pêche intensive des gros navires étrangers, des navires industriels. Sa visite s'est effectuée en présence de nos reporters, le compte-rendu et de Charanta Diop et Saïlatia. Si l'État du Sénégal n'y prend garde, les ressources halieutiques vont disparaître. Face au ministre de la Pêche, le coordonnateur du Conseil local de pêche artisanale de Kayar a fait un exposé sur les difficultés du secteur. Aujourd'hui, les pêcheurs de Kayar sont confrontés à des difficultés. Kayar n'a plus de poissons et pourtant, nous sommes en pleine campagne. La raréfaction des ressources. En pleine campagne de pêche. Ce qui fait que la pêche est un des principaux secteurs d'activité à forte potentialité où évoluent les populations de Kayar. Son apport dans la lutte contre le chômage est très significatif. Mais aujourd'hui, la pêche artisanale est confrontée à des menaces. Les bateaux de pêche assiègent nos côtes. Ils ont pillé nos ressources. Le ministre de la Pêche promet d'apporter des solutions aux problèmes du secteur de la pêche. Kayar, face à ces contraintes susceptibles d'impacter négativement sur le secteur, je vais régler ce problème. Depuis que je suis à la tête du ministère, il y a eu des avancées significatives. Le ministre de la Pêche a octroyé une enveloppe de 2 millions de francs CFA et du matériel de transformation des produits halieutiques à la Fédération des femmes actives de la pêche artisanale de Kayar. Keur Saloum Diané, une commune du département de Foundiougne très difficile d'accès. Les pistes rurales qui y mènent sont dans un état défectueux. Les populations, elles, se déplacent difficilement et pourtant, les habitants de cette commune qui polarise 48 villages sont pour la plupart de grands producteurs d'arachides. Problème, l'enclavement de la localité rend difficile l'écoulement de leur production agricole. Aminata Goudiabi, Abdoukarim Bey. Cet habitant de Keur Saloum Diané revient comme ça de la grande mosquée de la commune. Interpellé sur l'enclavement de cette commune causé par le mauvais état des pistes de production, il s'exclame en ces termes. Ici, nous avons presque tous les agriculteurs et les commerçants. Mais il nous est difficile de vendre nos récoltes à cause de l'état des pistes de production. Et ce sont les femmes enceintes qui sont les plus fatiguées de cette situation. Sous cette tente installée devant le siège de la mairie de Keur Saloum Diané, ces femmes qui viennent de différents villages discutent. L'absence de route bitumée leur cause de sérieux problèmes de déplacement. Ici, je peux vous dire qu'il n'y a aucune route praticable. Il y a quelques jours, je voulais me rendre à Dakar parce que ma fille avait accouché et je voulais aller au baptême. Mais je n'ai pas pu y aller parce que je n'avais pas de voiture. Les chauffeurs refusent de venir ici parce que les routes ne sont pas bonnes. La situation devient pire en période d'hivernage. L'eau des pluies règne en maître sur les pistes rurales défectueuses de Keur Saloum Diané. Il y a une route qu'il faut impérativement construire
construire, c'est celle qui relie Diaglé à Dramé Escale. C'est une route très stratégique car elle mène au marché hebdomadaire de Touba Mouride. C'est une piste qui va jusqu'à Madiabel. Elle a été aménagée par le régime de Senghor. L'absence de route bitumée ne laisse pas indifférent le nouveau maire de cette commune frontalière avec la Gambie. Sidi Kanté lance un appel au pouvoir compétent. Ce sont de bonnes volontés qui font le développement d'une localité. C'est pourquoi je demande au chef de l'État de nous aider le plus rapidement possible. En saison sèche, comme en saison des pluies, nous éprouvons d'énormes difficultés pour nous déplacer. La commune est vraiment enclavée. Le taux d'électrification est aussi très faible à Kër Saloum Diané. Seuls 7 villages sont électrifiés sur les 48. Et le maire qui a été installé dans ses fonctions dit en avoir fait une priorité. À Saint-Louis, un tout nouveau programme destiné à maintenir les talibés dans les daras avec l'installation de fermes avicoles vient d'être lancé. Il a été initié par la Jeune Chambre internationale. Il vise ainsi à autonomiser les serines daras, mais aussi à stopper la mendicité au niveau de la vieille ville. Ousseynou Diop, reportage. Pour maintenir les enfants talibés dans les daras et lutter contre la mendicité, la Jeune Chambre internationale de Saint-Louis renforce les capacités des maîtres coraniques avec des formations et l'installation de fermes avicoles dans les daras. Ce nouveau projet a pour but d'autonomiser les écoles coraniques. Parce que cette année-ci, nous avons envisagé de mettre en place une ferme avicole. Et à travers la formation, nous avons voulu apporter aux responsables du dara donc l'appui technique nécessaire pour pouvoir gérer la ferme avicole afin qu'on puisse que cette activité puisse s'inscrire dans la durée. Les maîtres coraniques saluent cette initiative qui à terme va lutter contre la mendicité. Ils sollicitent aussi l'aide du gouvernement pour renforcer ce projet initié par des jeunes. Si l'État nous aide, on peut dire que le problème de la mendicité sera résolu. Nous allons surveiller les enfants talibés et à la fin, les daras seront autonomes. Ce projet est une manière d'appeler les décideurs à prendre en charge la question des enfants talibés qui errent quotidiennement dans les rues de la vieille ville. Les initiateurs prêtent aussi pour le suivi du projet. Dara pour nous, c'est également lutter contre la mendicité, c'est améliorer les conditions de vie des enfants talibés. Mais il faut que chaque citoyen apporte sa pierre à cet édifice-là commune. Selon les statistiques, à Saint-Louis, plus de 9000 enfants talibés errent chaque jour dans les rues. Pour stopper ce phénomène et maintenir les enfants dans les daras, la Chambre internationale des jeunes de Saint-Louis sollicite l'accompagnement des autorités locales. C'est une initiative des anciennes de la maison d'éducation Mariam Abba. L'idée, accompagner les actuels pensionnaires dans leurs choix futurs. Pour la première édition, 5 ambassadrices vont partager leurs expériences professionnelles avec les élèves de la MEMBA, des stages d'immersion dans des entreprises ciblées, entre autres souhaits des initiateurs Aminata Mbarisso. Préparer l'avenir, c'est le vœu des anciens de la maison d'éducation Mariam Abba. Cet ambitieux programme vise à accompagner les pensionnaires dans leurs futurs choix. Il y aura des séances de partage d'expérience également avec d'autres anciens, avec d'autres professionnels. Nous avons comme invité d'honneur Maram Kairi qui va venir nous parler d'astronomie et de l'importance que ça a dans la vie, la future vie professionnelle de nos sœurs et l'importance que ça a pour le Sénégal et pour toute l'Afrique. C'est un projet qui me taraudait l'esprit depuis pas mal de temps. Et quand j'ai eu donc à échanger avec les anciennes autour de ce projet, elles ont été très enthousiastes. Et ça a donné donc ce que ça a donné aujourd'hui. Donc nous allons avoir la chance de voir donc des professionnels de différents secteurs, donc de l'aéronautique, du pétrole, du gaz, de la communication. Comment réussir à faire le bon choix pour une vie professionnelle réussie? Un des objectifs du forum, c'est également de pouvoir envoyer nos élèves donc dans des entreprises pour faire des stages découvertes en immersion, des stages d'observation d'une semaine, pour qu'elles sachent aussi à quoi se confronter dans la vie réelle. Des forums ou même des stages dans des entreprises, toute une stratégie sera déroulée pour encadrer et édifier les élèves. Cette journée, je trouve que c'est quelque chose de très instructif pour les élèves parce que plusieurs personnes ne savent pas dans cette école qu'est-ce qu'elles veulent faire plus tard ou quel chemin elles veulent suivre pour leur avenir. Marab Kairé, astronome sénégalais, fera partie des animateurs du forum à côté des 5 ambassadrices choisies pour cette première édition.
Une belle initiative en tout cas. Un fonds de 3 milliards de francs CFA porté par la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes avec un ticket de financement maximum de 100 millions de francs CFA. Le fonds est destiné à tous les Sénégalais établis au niveau de la diaspora. Ce nouveau mécanisme de la DER/FJ a été présenté ce matin à Paris. Compte rendu Chérif Diop et Hamza Diallo. C'est un fonds de 3 milliards destiné à la diaspora sénégalaise. L'objectif de ce nouveau mécanisme est de mobiliser l'ingéniosité de la 15e région du Sénégal au profit du développement local. La cible, elle est à Paris, elle est à Londres, elle est à Lyon, elle est à Bordeaux. Et il faudrait que les ambassadeurs s'approprient ce mécanisme, sachent que cet argent, je n'y touche pas, c'est pour eux. Chaque année dans le budget, même s'ils ne touchent pas, je le remets. Et que ça devienne comme on le fait pour le numérique, pour que chaque année, on dit, quand on va à l'Assemblée, 10% du budget de la DER est allé vers les Sénégalais de la diaspora. Le fonds constitue 10% du budget de la DER/FJ, l'instrument de soutien à l'insertion économique des jeunes et à l'empowerment des femmes. Pour la représentation diplomatique, ce nouveau mécanisme répond aux préoccupations de la diaspora. Aujourd'hui, si la DER vient amplifier cette dynamique du président de la République pour accompagner des jeunes Sénégalais établis à l'étranger. Je crois que c'est une volonté de la diaspora qui vient aujourd'hui trouver une solution avec ce fonds diaspora-là lancé par la DER. Hormis les secteurs du BTP et du commerce, tous les projets dûment constitués seront éligibles. Le fait d'inclure en fait la diaspora déjà dans ce type d'initiative, c'est très important parce que le délégué l'a dit tout à l'heure, il y a en fait les locaux pensent que nous, les personnes en immigration, avons beaucoup de moyens en fait, que nous n'avons pas nécessairement en fait besoin d'aide, alors que c'est tout le contraire. En fait, on vit un peu comme eux. Il n'y a pas de grande distinction à part en fait le critère géographique. Donc il y a des idées reçues qui sont en fait dans les faits pas réelles. Le ticket de financement maximum du fonds est de 100 millions de francs CFA. Le fonds diaspora sera vulgarisé dans tous les bureaux consulaires du Sénégal. Le Sénégal prend une option pour la qualification à la CAN féminine au Maroc. Les Lions à domicile au stade Lat Dior de Thiès sont venus à bout des Maliennes, 1-0 lors du match aller du dernier tour des éliminatoires. Une réalisation signée Ngenar Ndiaye, c'était à la 72e minute de la rencontre. Une petite avance donc à sauvegarder lors du match retour prévu le 22 février prochain à Bamako. Vous l'aurez compris, nous sommes dans la page des sports et on continue toujours en foot cette fois-ci avec l'AS Pikine qui ne fera pas appel pour les sanctions infligées par la Ligue sénégalaise de football professionnel. L'annonce a été faite par le président du club Mamadou Gueye qui regrette juste le huis clos pour le match retour contre le Jaraaf. Suivons-le au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Nous en prenons acte, comme je viens de le dire, mais nous ne voyons pas en quoi le stade Alassane Djigo est concerné pour se voir infliger une mesure conservatoire. Nous ne voyons pas les raisons pour lesquelles l'AS Pikine devrait subir une quelconque sanction vis-à-vis de ce qui s'est passé. Mais néanmoins, nous n'intenterons pas de recours parce que quand bien même ce recours-là ne serait pas destiné contre le Jaraaf, nous voyons le Jaraaf comme une équipe sœur. Les dirigeants du Jaraaf sont des frères. Le président Charsek est un grand frère et un ami. Cheikh Ahmed Tidiane Ba, qui est également un des dirigeants du Jaraaf, est un grand ami. Donc nous ne sommes pas dans une logique de confrontation contre le Jaraaf. Tout de même, le football reste le football. Et quand deux clubs se rencontrent, surtout des clubs qui ont cette aura-là, cette envergure, forcément c'est un match qui a son salé, qui a toutes les épices qu'il faut pour donner un bon derby. Mais nous nous en limiterons là. Juste peut-être rappeler à la fédération, à la ligue et à toutes les instances du football que l'AS Pikine réclame plus de considération. Allez, on parle lutte maintenant. Pour l'affiche Gouigui versus Regreg, le Sénégal Entertainment Group a choisi GFM comme parrain. D'ailleurs, le promoteur a remis le drapeau au directeur général Birandour qui, à son tour, le dédie au Lion du Sénégal. Pour le directeur général du groupe Futur Média, eh bien, il faut maintenir le pays dans cette atmosphère de liesse. Le reportage est signé Mamadou Fall. Le drapeau de l'affiche opposant Gouigui à Regreg remis au directeur général du groupe Futur Média
par Sénégal Entertainment Group. Le promoteur a porté son choix sur GFM qui symbolise le Sénégal dans son entièreté. C'est que le groupe Futur Média, il est leader au Sénégal et leader en Afrique. Et de cette persévérance, donc on voit le travail que le groupe abatte au Sénégal et en Afrique. Donc on a choisi le groupe Futur Média comme parrain et eux, ils ont acheté tous les droits pour la retransmission du combat en direct sur le plan national et sur le plan international aussi. Un drapeau bien apprécié par Birandour, directeur général de GFM. D'ailleurs, il le dédie à l'équipe nationale du Sénégal, sacrée championne d'Afrique. Première sortie de Sénégal Entertainment Group pour une affiche aussi alléchante porte le nom du groupe Futur Média. C'est un plaisir et un honneur. Donc pour moi, j'appelle tous les amateurs de lutte, tous les promoteurs, tous les passionnés de lutte en général, de venir célébrer avec nous dimanche 20 février à l'Arène nationale cette affiche tant attendue. Ce drapeau-là, au nom du groupe GFM, au nom du PCA Youssou N'Dour, pour moi, c'est le drapeau des lions. Un rendez-vous de joie pour maintenir le pays dans une atmosphère joviale. Une atmosphère qui plane dans le pays grâce au sport. Une fois de plus, et les encourager à nous faire vivre cette euphorie, cette joie immense que nous avons vécue au soir du dimanche 6. C'était extraordinaire. Et pour moi, c'est un rêve, j'aimerais ne même pas me réveiller. Une fête se sécurise. Plus de 500 éléments de sécurité seront mobilisés le jour du grand combat. Une demande pour mobiliser 500 agents de police, rien que pour la sécurité. Et ce sera avant, pendant et après. Le ministre des Sports, la fédération, bref, tous les acteurs du football sont invités pour que la fête soit belle. C'est la fin de cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, eh bien, c'est sur nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, vous aurez Abdoulaye Der dans Soir d'Info. Il est déjà dans le studio. Il reçoit ce soir Seydi Gassama d'Amnesty International. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Nous avons